Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Le marteau du juge Alcott frappe le bloc de bois avec finalité. Motion accordée. Le tribunal accordera à Maître Dubois un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux. L'estomac me tombe, encore, le 5e report en 8 mois depuis la mort de maman. Je serre le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, observant mon père se pencher vers son avocat. Laurent Dubois, éminent avocat fiscaliste d'entreprise et maître manipulateur, chuchote quelque chose à Marc Lefebvre qui fait sourire les deux hommes. Mon pouls tambourine dans mes oreilles. Des perles de sueur perlent le long de ma racine des cheveux malgré la climatisation agressive de la salle d'audience. La construction familière me serre la poitrine comme un étau, rendant chaque respiration plus courte que la précédente. Votre honneur. Boum, dit mon père, se levant avec une préoccupation étudiée. Nous demandons un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux de Madame Bernard. Il y a des incohérences concernant ces décisions de traitement qui pourraient impacter la distribution des actifs. Actifs. C'est à cela que la vie de ma mère a été réduite. 45 000 € d'économie. Un modeste 2 pièces à Toulouse, où elle a reconstruit sa vie après le divorce. L'ancienne commode en chêne transmise sur 4 générations de sa famille. Tout ce qui reste d'Hélène Dubois, non, Hélène Bernard. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Une petite victoire dans une guerre qu'elle n'avait jamais voulu mener. Maintenant, je combats le même adversaire. Le regardant manipuler le système, comme avant. Maître Dubois, c'est la 5e demande de ce type, dit Claire Rousseau, mon avocate et ancienne amie de la faculté de droit. Mademoiselle Dubois a déjà fourni les dossiers médicaux complets à 2 reprises. Le juge se contente d'acquiescer, passant déjà au point suivant de son rôle. L'issue était décidée avant que nous n'entrions. Comment cela se passait-il? Il avait déjà tout pris lors du règlement du divorce il y a 14 ans? Pourquoi cela aussi? Pourquoi ne peut-il pas laisser à maman la petite dignité de ses dernières volontés? Je ferme les yeux et j'ai à nouveau 15 ans, debout dans notre cuisine, alors que maman me dit en larmes que papa ne rentrera pas à la maison. Son aventure avec Vanessa Leclerc de son bureau durait depuis des mois. Une femme plus jeune, un nouveau départ, une ardoise plus propre qu'une épouse de 17 ans et une fille adolescente. Le souvenir change. Maman dans son uniforme de bibliothécaire, rangeant des livres à temps partiel à la bibliothèque municipale de Toulouse, joignant les 2 bouts, pendant que Laurent prospérait, devenait associé principal, achetait une villa sur la Côte d'Azur. Elle ne se plaignait jamais, ne parlait jamais mal de lui en ma présence. « C'est quand même ton père, disait-elle, bien que ses yeux racontent une histoire différente. Claire me serre la main sous la table. « Ne le laisse pas voir qu'il t'atteint, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. C'est ce qu'il veut. » J'ouvre les yeux et étudie le visage du juge Alcott. La légère inclinaison de sa tête quand mon père parle, le regard désapprobateur quand Claire objecte. Cela va au-delà de la courtoisie professionnelle. Quelque chose d'autre se passe ici. Quelque chose au-delà des querelles légales normales. Je ne peux plus supporter ça. Avant que Claire ne puisse m'arrêter, je me lève. Votre honneur, nous avons déjà fourni les dossiers médicaux complets. 2 fois. L'oncologue de ma mère a confirmé son diagnostic et son plan de traitement. Il n'y avait aucune incohérence dans ses soins. Ma voix est plus ferme que je ne me sens. La salle d'audience se tait. L'expression de mon père se durcit, sa bouche est une ligne serrée de mécontentement face à mon interruption. Ma fille est naturellement émotive concernant le décès de sa mère, dit Laurent, son ton dégoulinant de condescendance. Cela a été difficile pour nous tous. Nous tous, il n'avait pas rendu visite à maman une seule fois pendant ces 8 mois de chimiothérapie, de radiothérapie et finalement de soins palliatifs à l'hôpital. Pas une seule fois. Le juge Alcott retire ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. « Je comprends votre frustration, mademoiselle Dubois, mais ces questions nécessitent un examen approfondi. Votre père a soulevé des préoccupations légitimes que le tribunal doit adresser. » Préoccupations légitimes. Chaque décision rogne le peu que ma mère a laissé derrière elle,
S'il réussit, je perds non seulement l'héritage, mais son dernier acte d'indépendance. Le foyer qu'elle a créé, les économies qu'elle a grattées, le trésor de famille qu'elle voulait que j'aie, documente chaque décision irrégulière, murmure Claire, alors que je me laisse retomber sur mon siège. Nous préparons un appel. J'acquiesce, mais nous connaissons toutes les deux la vérité. Les appels coûtent de l'argent que je n'ai pas. En tant qu'avocate commise d'office à Paris, mon salaire couvre à peine mes prêts étudiants et mon loyer. Laurent le sait, il compte dessus. La séance est ajournée au 12 novembre, annonce le juge Alcotte. Les parties sont invitées à soumettre toute documentation supplémentaire au plus tard le 5 novembre. Encore un mois de ça, encore un mois à regarder mon père démanteler systématiquement les dernières volontés de ma mère, tandis qu'un juge qui le favorise clairement permet toute cette mascarade. Après l'audience, Claire m'accompagne jusqu'à ma voiture dans le parking souterrain du palais de justice. Nos pas résonnent contre le béton tandis que nous nous faufilons entre les véhicules. Ce n'est pas une procédure normale, Sophie, nom choisi en France pour Alexandra Brittany, dit-elle, vérifiant son téléphone. Les décisions d'Alcotte sont constamment en dehors du protocole successoral standard. J'ai appelé quelques collègues qui plaident régulièrement devant lui et je déverrouille ma vieille voiture, jetant ma mallette sur le siège passager. Claire s'appuie contre la portière de la voiture. Il ne se comporte généralement pas de cette façon. Il y a quelque chose de différent dans ton dossier. Mon téléphone vibre dans ma poche. Numéro inconnu avec un préfixe de Paris. J'allais refuser par habitude, mais réponds au dernier moment. Est-ce Sophie Dubois? Une voix de femme, inconnue mais autoritaire. Oui, qui appelle? Je m'appelle René Marchand. Je connaissais ta mère il y a des années. J'ai été informée de l'affaire par d'anciens contacts. Je jette un coup d'œil à Claire, mimant des lèvres. Qui est-ce? Elle hausse les épaules. J'ai travaillé avec Hélène dans l'armée de l'air, poursuit la femme, avant qu'elle ne rencontre ton père. Ma mère parlait rarement de son service militaire, juste qu'elle avait fait du travail de bureau pendant 4 ans avant l'université, où elle avait rencontré papa. Rien qui suggère des connexions importantes. Ta mère a gardé des choses secrètes de cette époque, dit René, baissant la voix. Des choses qui comptent maintenant, des choses qui pourraient t'aider à comprendre ce qui se passe avec ton héritage. Mon souffle se coupe. Quelle chose? Pas par téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain, quelque part de privé? J'hésite, regardant Claire qui lève un sourcil interrogateur. Je t'enverrai l'adresse par SMS, dit René avant que je ne puisse répondre. Demain midi, viens seule. Elle raccroche. Claire observe mon visage. Qu'est-ce que c'était? Je fixe mon téléphone, incertaine si je dois faire confiance à cet appel mystérieux ou continuer à combattre une bataille qui semble de plus en plus truquée contre moi. Peut-être rien, dis-je finalement. Peut-être tout. Je pense aux derniers jours de maman, comment elle m'avait fait promettre de me battre pour ce qui lui revenait de droit. Comment elle avait serré ma main avec une force surprenante et dit « Ne le laisse pas prendre ça aussi, Sophie. Promets-le-moi. » Ma mère méritait mieux que ça, dis-je à Claire, une nouvelle résolution se durcissant en moi. Je ne les laisserai pas l'effacer. Le lendemain, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres du café, projetant de longues ombres sur la table en bois usé entre nous. Je suis arrivée 15 minutes en avance, scannant chaque client qui entrait, ne sachant pas à quoi m'attendre d'une femme qui prétendait connaître des secrets sur ma mère. René Marchand entre précisément à midi. Cinquantaine, cheveux foncés méchés d'argent, tirés en un chignon pratique, des yeux gris perçants qui ne manquent à rien. Elle ne regarde pas assez autour d'elle en me cherchant, elle marche directement à ma table, tendant la main. Sophie Dubois. Pas une question. Sa poignée de main est ferme, efficace. Vous connaissiez ma mère. Pas une question non plus. Elle s'installe sur la chaise en face de moi, commande un café noir lorsque le serveur s'approche, puis attend que nous soyons à nouveau seuls. Ses mains reposant à plat sur la table, pas de nervosité, aucun mouvement inutile. Votre mère était dans le renseignement des transmissions de l'armée de l'air à la fin des années 90, dit-elle, voix basse mais claire. Assignée à l'opération Port d'Azur, pas l'histoire de la bibliothécaire que votre père a répandue après le divorce. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres.
Ce n'est pas possible. Maman a travaillé dans des bureaux avant l'université. C'était sa couverture. Hélène était brillante avec les schémas, le chiffrement, l'une de nos meilleures. Les yeux de René s'adoucissent momentanément. Elle ne vous l'a jamais dit à cause des accords de confidentialité. Et plus tard, à cause de ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? La question semble tirer de quelque part de profond en moi. Votre père et Richard Alcott, maintenant juge Alcott, ont tous deux servi comme jeunes conseillers juridiques sur le même projet, officier du service des affaires juridiques révisant les paramètres de surveillance. Sa mâchoire se crispe. Ils ont étendu la surveillance au-delà des cibles légales. Utiliser des informations pour influencer, faire pression. Pas officiellement, bien sûr. Mon estomac se tord. Peut-être êtes-vous en train de dire mais ça. Je dis que votre père a utilisé ses connexions juridiques pour monter le divorce contre Hélène. Le juge Alcott a été délibérément affecté à l'affaire de votre mère par manipulation en coulisses. Elle se penche en avant. Et à la vôtre maintenant. Le bruit du café s'estompe en un bourdonnement lointain tandis que les pièces s'emboîtent. Le règlement du divorce qui a laissé maman avec presque rien malgré l'infidélité de papa. L'affaire de succession actuelle où chaque décision favorise mon père malgré un précédent légal clair me soutenant. D'autres ont été touchés, continue René. Un activiste civil dont la mort a été classée comme accident. Hélène le savait mais ne pouvait pas le prouver. Mes mains commencent à trembler. Je pose ma tasse avant de la renverser. C'est beaucoup. Je sais. Elle fouille dans son sac, fait glisser un petit carnet sur la table. N'ouvrez pas ceci ici, mais quand vous le ferez, lanterne d'hiver était la phrase de vérification interne. Demandez à la commode de votre mère. Il pourrait y avoir quelque chose là qui confirme ce que je vous dis. Le monde se déplace sous moi. La résilience tranquille de maman pendant le divorce et après n'était pas une faiblesse. C'était protection. Elle n'a jamais combattu les mensonges de papa sur son passé, jamais contesté le règlement injuste, parce qu'elle savait de quoi il était capable. Ce que lui et ses amis avaient fait. Ma mère a été victime de chantage pour garder le silence toutes ces années. La question m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. L'expression de René répond avant ces mots. Pas avec de l'argent, avec la sécurité, votre sécurité, spécifiquement. Des fragments de mémoire refont surface. Les avertissements cryptiques occasionnels de maman sur les hommes puissants et les systèmes conçus pour se protéger. Des commentaires que j'avais rejetés comme des paroles amères de divorce portent maintenant un sens entièrement nouveau. Attendez, je dois penser comme une enquêtrice, pas seulement comme une fille ou une avocate commise d'office. J'ai besoin de preuves, pas seulement de oui-dire de l'ancienne collègue de maman, sans vouloir vous offenser. Aucune offense, approche intelligente. René acquiesce avec approbation. Mon esprit change de vitesse, réévaluant tout à travers cette nouvelle lentille. Ce n'est pas seulement une bataille d'héritage. Il s'agit de garder les secrets enterrés. C'est pourquoi papa veut si désespérément les affaires de maman, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour ce qu'elles pourraient révéler. La commode en chêne, je chuchote. Maman a spécifiquement mentionné la commode dans son testament. M'a fait promettre de la garder en sécurité. René ne confirme ni ne nie, mais ses yeux s'aiguisent d'intérêt. De retour au bureau de Claire 1 heure plus tard, je fais les 100 pas pendant qu'elle tape furieusement, creusant dans les bases de données juridiques. Laurent a déposé une motion spécifique sur le contenu de la commode hier, dit Claire, tournant son ordinateur portable vers moi. Il revendique la valeur sentimentale, mais le langage est particulier. Il est obsédé par l'idée d'obtenir spécifiquement cette commode. Il ne s'agit pas d'argent. La réalisation se cristallise. C'est la peur. Claire hoche la tête lentement. Sa réputation légale et son partenariat seraient détruits si ce que tu suggères est vrai. Utiliser des renseignements gouvernementaux confidentiels pour un gain personnel. Manipuler les affectations des tribunaux, c'est la fin d'une carrière. Et la nomination du juge Alcott serait compromise par les révélations de l'opération Port d'Azur, j'ajoute, voyant la vue d'ensemble maintenant. Ils sont prêts à abuser de tout le système judiciaire pour se protéger. Claire ferme son ordinateur portable. Expression grave. Ces hommes ont tout à perdre, Sophie. Cela les rend dangereux. Nous ne savons même pas ce que contient exactement la commode qui les terrifie tant. Le poids de cette connaissance s'installe sur moi.
mon simple cas d'héritage s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et potentiellement dangereux. Mais pour la première fois depuis la mort de maman, je ressens une étrange clarté d'objectif. Je libère mon calendrier, annonce Claire, me surprenant. Ce n'est plus seulement une affaire de succession. Il s'agit de justice, non seulement pour ta mère, mais potentiellement pour d'autres. La carte de visite de Renée est posée sur le bureau entre nous. Elle a proposé d'aider à interpréter tous les documents que nous trouvons. Perspective du renseignement militaire. Et tu as mentionné Luc Moreau, demande Claire, major à la retraite. René dit qu'il serait prêt à corroborer si nous trouvons des preuves. Il était en soutien administratif sur Port d'Azur et a vu le flux de documents. Claire commence à écrire des noms sur son bloc-notes légal, traçant des connexions. Donc, nous avons l'expertise juridique, les antécédents de renseignement, le potentiel de témoins militaires. Sa voix s'éteint tandis qu'elle continue de cartographier nos ressources. En regardant ce réseau émergent, une autre prise de conscience me frappe. Ma mère a construit ce filet de sécurité avant de mourir. Je chuchote. René m'a contacté trop rapidement après le début de l'affaire. Maman a dû laisser des instructions, des mesures d'urgence. Ma gorge se serre. Elle savait qu'il viendrait chercher ses affaires quand elle serait partie. Claire tend la main par-dessus le bureau, me serre la main. Alors assurons-nous que ces préparatifs n'aient pas été vains? J'acquiesce, la dernière demande de ma mère résonnant dans mon esprit. Ne le laisse pas prendre ça aussi, Sophie. Promets-le-moi. Je le promets? Je chuchote, trop doucement pour que Claire l'entende. Cette nuit-là, j'ai tracé mes doigts le long des gravures de roses ornementales sur la commode en chêne de maman, me souvenant de sa carte d'anniversaire d'il y a 3 ans. Le message fané à l'intérieur disait « Regarde toujours sous les roses, où se cache la vraie beauté ». À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une autre de ces maximes poétiques. Mon ongle s'accroche à quelque chose. Un minuscule espace où le bois ne se rejoint pas tout à fait. J'appuie sur la sculpture de la rose et j'entends un léger clic. Pas possible. Je chuchote à la pièce vide. Un compartiment caché glisse, s'ouvrant au bas de la commode. Mon cœur bat la chamade tandis que je retire une enveloppe en papier manille, jaunie par l'âge. À l'intérieur, des photos en noir et blanc se répandent sur mes genoux. 2 jeunes hommes, en uniforme militaire, se tiennent à côté d'un équipement de surveillance. Je reconnais immédiatement mon père. Sa posture est indéniable. Même 30 ans plus jeune. À côté de lui se tient Richard Alcott, maintenant juge Alcott. Leurs bras drapés avec désinvolture sur les épaules l'un de l'autre. Derrière les photos se trouve un journal relié en cuir, l'écriture soignée de ma mère remplissant chaque page. Je feuillette des entrées couvrant des années. 12 juin 1996, Hélène A. surveillé à nouveau la file du sénateur Lefebvre aujourd'hui, l'utilisant pour le faire pression sur le projet de loi de défense. Cela dépasse toutes les limites. 4e août, Jacques Winter a menacé de rendre la chose publique. Ils ont appelé cela un accident malheureux lorsque sa voiture est sortie de la route la nuit dernière. Je sais ce que j'ai vu dans les journaux de bord. 18 décembre, Laurent a reçu sa promotion aujourd'hui, 3 semaines après le succès de la surveillance Lefebvre. Pas une coïncidence. Mes doigts tremblent tandis que je connecte les dates. Chacune des avancées soudaines de carrière de papa correspond à des opérations de surveillance détaillées dans le journal de ma mère. Le schéma est indéniable, chaque promotion suivant dans les semaines des opérations éthiquement discutables. Elle a tout documenté, nom, date, lieu, note méticuleuse de quelqu'un qui comprenait la valeur de la preuve concrète. Son écriture attentive remplit page après page d'observations qui pourraient faire tomber des hommes puissants. Tu t'es assuré que j'aurais ce dont j'ai besoin? Je dis à sa photo sur la table de chevet. Pour la première fois depuis sa mort, je sens sa présence non pas comme une perte, mais comme une force directrice. J'appelle Claire. J'ai trouvé quelque chose. Des preuves réelles de ce que René nous a dit. Quelle est la solidité? Demande Claire, le mode avocate engagé. Photos, entrées de journal, dates qui correspondent exactement à ce que René a décrit. Je passe ma main sur le journal de maman. Claire, ils ont surveillé la file d'un sénateur pour manipuler son vote, et il y a un activiste nommé Jacques Winter qui est mort dans un accident suspect après avoir menacé de tout révéler. Silence sur la ligne. Puis, à quoi penses-tu?
Je pense qu'il est temps que j'aie une conversation avec mon père. Le lendemain matin, les bureaux d'avocats de Dubois, Leroy et Lefebvre occupent le 32e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Des fenêtres allant du sol au plafond affichent l'horizon de Paris comme un tableau coûteux que papa a acheté pour sa collection. Sa secrétaire essaie de m'arrêter. « Mademoiselle Dubois, vous avez besoin d'un rendez-vous. » Je passe devant son bureau. Il va me recevoir. Mon père lève les yeux de son ordinateur, l'agacement traversant son visage alors que j'entre dans son bureau. « Sophie, je me prépare pour une réunion. Ça ne prendra pas longtemps. » Je ferme la porte, mais la laisse légèrement entr'ouverte. Un choix intentionnel. Témoins à proximité, mais intimité pour ce qui suit. Je pose une photo sur son bureau. Juste une. Le reste en sécurité dans le bureau de Claire. Papa baisse les yeux, son visage pâlit. Sa main tremble légèrement contre l'acajou poli. J'ai trouvé le journal et les photos de maman de l'opération Port d'Azur. Je dis, observant sa réaction. Ses yeux s'écarquillent légèrement, confirmation que le nom de l'opération signifie quelque chose. « Où as-tu trouvé ça? » Sa voix a perdu son ton autoritaire habituel. Maman tenait des registres, des photos, des journaux, des comptes rendus détaillés de ce que toi et le juge Alcott avez fait. Je me penche en avant. Tu ne te bats pas pour 85 000 €, papa. Tu essaies de cacher ça. Il se lève, me dominant comme quand j'étais enfant. Tu n'as aucune idée de ce avec quoi tu joues. Ces questions étaient classifiées. Sécurité nationale. L'accident de Jack Winter était aussi une question de sécurité nationale? Sa mâchoire se crispe. J'ai touché un point sensible. Retire la plainte d'ici vendredi. Je dis, ramassant la photo. Ou je demanderai la récusation du juge Alcott avec celle-ci comme pièce à conviction. Dossier public. Tu commets une erreur. Sa voix baisse en un murmure dangereux. Non, c'est toi qui as commis une erreur. Je me dirige vers la porte. Vendredi, papa. En sortant, je sens son regard brûler mon dos. La secrétaire me regarde passer, la curiosité peinte sur son visage. Dans l'ascenseur, j'expire. Mes mains tremblent tandis que l'adrénaline me traverse. Pour la première fois dans cette bataille, j'ai pris le dessus. Plus tard ce soir-là, Claire rejoue l'enregistrement du téléphone dans ma poche. « Tu as tenu bon parfaitement, » dit-elle, souriant. « Ta voix n'a pas tremblé une seule fois. » Nous sommes assises dans son appartement, des contenants de plats à emporter éparpillés sur sa table basse. René étudie le journal de maman, hochant la tête occasionnellement. « Votre mère a tout documenté, » confirme René. Ces dates correspondent exactement à ce dont je me souviens. La surveillance Lefebvre, l'accident de Jacques. Elle pointe une entrée. Cette note sur les ajustements d'habilitation de sécurité, c'est arrivé exactement comme elle l'a décrit. Mon téléphone vibre avec un message de Luc Moreau, le major à la retraite avec qui René m'a mise en contact hier. Je viens d'examiner les preuves. Correspond à ce que j'ai vu pendant mon temps là-bas. Je témoignerai si nécessaire. Nous avons un autre allié, je leur dis, montrant le message. Et peut-être un de plus, ajoute Claire. Chloé du bureau du greffe a remarqué des irrégularités dans la façon dont ton affaire a été traitée. Elle est prête à signer une déclaration sous serment. Je me laisse tomber sur le canapé, submergée par ce changement de dynamique. Pendant des mois, je me suis sentie impuissante face à l'influence de papa. Maintenant, j'ai des preuves, des alliés et un levier. Maman s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour riposter. J'accarre le journal usé. Elle savait que ce jour pourrait arriver. René remplit son verre de vin. Alors, quelle est la prochaine étape? Pousser pour une victoire complète maintenant ou attendre leur réponse? La question reste en suspens. Vendredi est dans 2 jours. Papa va soit capituler, soit escalader. Je lui ai montré une photo, je dis lentement. Il sait que j'en ai plus, mais pas combien. Voyons ce qu'il fait en premier. Claire acquiesce. Intelligent? Force-le à faire le prochain pas. Je ferme le journal, sentant la présence de maman dans chaque page soigneusement documentée. Ce n'est que le début. La vraie bataille, avec des enjeux bien plus élevés, est encore à venir. Lundi matin, les portes du tribunal se referment derrière moi, avec un bruit sourd, alors que je quitte les chambres du juge Alcott. Je serre la pile de documents juridiques contre ma poitrine, mes mains tremblant légèrement. Ils ont déposé une motion d'urgence. Je dis à Claire, qui attend dans le couloir.
L'équipe de mon père affirme que la commode de maman pourrait contenir des informations classifiées liées à la sécurité nationale. Les sourcils de Claire se lèvent. C'est une escalade sérieuse. Laurent se tenait là avec cette expression solennelle, parlant de son devoir de protéger les informations sensibles. J'imite son ton grave. Si le tribunal permet l'accès sans restriction à des documents potentiellement classifiés, nous pourrions involontairement compromettre les protocoles de sécurité nationale. Nous traversons les portes du tribunal sous le soleil éclatant de l'après-midi parisien. Le contraste entre la salle d'audience sombre et le soleil m'aveugle momentanément. Et Alcott a juste acquiescé. J'ai continué. A dit que le tribunal doit examiner attentivement les informations potentiellement classifiées avant de procéder. Claire me dirige vers un banc sous un marronnier, des feuilles cramoisies tombant sur la pelouse du tribunal. C'est tout droit sorti du manuel des tactiques de retardement. J'ai vu ça avant avec des cas de lanceurs d'alerte. Ils essaient de te faire peur avec des accusations criminelles potentielles pour possession de documents classifiés. Mon estomac se serre. Accusation criminelle? Pour un héritage que ma mère m'a spécifiquement laissé? C'est une tactique de pression. Ils savent que la commode contient quelque chose de dommageable. Claire tapote le document. Ma recherche montre la même approche dans 3 autres cas de lanceurs d'alerte d'anciens employés du renseignement. Retardés, intimidés, puis réglés à l'amiable avec des accords de non-divulgation, NDA, en béton. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je demande, regardant un concierge balayer les feuilles tombées des marches du palais de justice. Claire se penche plus près, baissant la voix malgré la cour vide. Nous préparons une voie parallèle. Continuons l'affaire de succession, mais déposons simultanément une plainte auprès du comité d'éthique judiciaire concernant les connexions d'Alcott avec le cabinet de ton père. C'est risqué, je dis. Et s'ils escaladent davantage? Ils escaladent déjà. Claire maintient mon regard. La question était de savoir si nous ripostons ou si nous plions. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur les marches du palais de justice, tandis que je considère nos options qui diminuent. Au bureau de l'avocat commis d'office plus tard ce jour-là, mon superviseur Paul s'arrête à mon bureau. Sa présence ressemble à un nuage d'orage dans notre espace de travail déjà exigu. Sophie, pouvons-nous parler de tes comparutions en cours cette semaine? Son ton suggère que ce n'est pas un contrôle occasionnel. Je minimise la recherche que j'ai faite sur les plaintes d'éthique judiciaire. Bien sûr. Tu as manqué 3 audiences préliminaires ce mois-ci. Marion a dû couvrir ton affaire juvénile hier. Mes joues brûlent. Je sais, j'ai géré des questions personnelles. Tes collègues portent un poids supplémentaire pendant que tu gères cette situation d'héritage. Les yeux de Paul dérivent vers la pile de documents de succession sur mon bureau. Je comprends que les affaires familiales soient importantes, mais tes dossiers ici ont besoin de toute ton attention. J'ai travaillé la nuit pour rattraper mon retard. Je dis, désignant les cernes sous mes yeux. Je n'ai rien laissé passer. Assure-toi que cela reste ainsi. Son expression sceptique dit qu'il n'est pas convaincu. La défense commise d'office n'est pas seulement un travail, Sophie. La liberté des gens dépend de notre présence. Après son départ, je laisse tomber ma tête dans mes mains. La pression financière de combattre cette affaire épuise mes modestes économies. Hier soir, j'ai calculé le coût de la poursuite au taux actuel. Je serai complètement fauchée dans 2 mois à moins que je n'accepte des missions supplémentaires ou que j'abandonne l'affaire. Mon téléphone vibre avec un message de Claire. « Appelle-moi dès que possible. » Je sors dans la petite cour derrière notre bâtiment. Des nuages gris sont arrivés, assortis à mon humeur. « Que s'est-il passé? » Je demande quand elle répond. « L'équipe juridique de ton père vient de déposer des motions supplémentaires. Il demande que toutes les copies de tous documents relatifs à la commode soient remises au tribunal. Je m'appuie contre le mur de briques. Je ne peux pas continuer à prendre des congés pour ça. Mon superviseur m'a déjà averti aujourd'hui de mes absences. Ce n'est pas tout, dit Claire. Je pense que quelqu'un surveille mon bureau. La même voiture est garée de l'autre côté de la rue depuis 3 jours. Mon épuisement s'approfondit. Ce matin, j'ai reçu un appel anonyme me disant d'abandonner l'affaire avant qu'elle n'aille trop loin. Juste une voix que je n'ai pas reconnue. Puis ils ont raccroché. L'as-tu signalé? Que dirais-je? Quelqu'un a fait une vague menace?
Je donne un coup de pied à un caillou sur le béton. La nuit dernière, quelqu'un a pénétré dans ma voiture. Rien n'a été pris, mais mes dossiers ont clairement été fouillés. La police a appelé ça du vandalisme aléatoire. Sophie, la voix de Claire devient sérieuse. Ils essaient de t'intimider parce qu'ils ont peur. Cela prouve que nous sommes sur quelque chose de significatif. Je regarde la pluie commencer à moucheter le trottoir. Vaut-il la peine de justifier maman en risquant tout ce que j'ai construit? Mon travail, mes économies, peut-être même ma sécurité? La question reste suspendue entre nous, ponctuée par la pluie qui s'intensifie. Ce soir-là, j'organise des dossiers dans mon appartement lorsque mon téléphone sonne. C'est Chloé, la greffière avec qui je m'étais liée d'amitié lors de ma première année en tant qu'avocate commise d'office. « Sophie, je ne devrais pas te dire ça, » murmure-t-elle. « Mais le juge Alcott a eu une réunion privée avec ton père la semaine dernière. Aucun avocat présent. Aucune trace au greffe. » Mon cœur bat la chamade. « Tu es certaine? » Je les ai vus moi-même. Ils ont utilisé l'entrée de la chambre privée d'Alcott, mais je déposais des transcriptions à côté. Chloé fait une pause. Ce n'est pas la première fois que je remarque des irrégularités avec Alcott. D'autres avocats ont mentionné des schémas dans ces décisions qui favorisent constamment certains cabinets, y compris celui de ton père. J'attrape un bloc-notes. Chloé, cela pourrait être critique pour notre affaire. Les communications ex partent sont de graves violations de l'éthique. Il y a plus, dit-elle. J'ai entendu une conversation entre le greffier d'Alcott et l'assistante de ton père. Apparemment, le cabinet de Laurent gère toutes les affaires fiscales personnelles d'Alcott, et ce, depuis des années. Les pièces s'assemblent. C'est un clair conflit d'intérêts. Je dois y aller, dit Chloé soudainement. Fais attention, Sophie. Cela va au-delà de l'affaire de ta mère. J'ai vu des schémas similaires dans au moins 6 autres affaires devant Alcott cette année seulement. Après avoir raccroché, je reste immobile, traitant cette révélation. Cela s'étend au-delà d'une vendetta personnelle contre ma mère. Cela suggère un abus judiciaire systématique affectant d'innombrables autres personnes qui n'ont ni les ressources ni les connaissances pour riposter. J'appelle Claire immédiatement. Nous devons parler en personne, pas par téléphone. 1 heure plus tard, nous sommes assises dans le bureau de Claire, les stores tirés. Elle a vérifié les dispositifs d'écoute. Peut-être un excès de prudence, mais les événements récents justifient la paranoïa. Chloé a confirmé qu'Alcott a eu des réunions privées avec mon père. Je lui dis. Et le cabinet de Laurent gère les impôts d'Alcott. Claire hoche la tête lentement. Cela explique le schéma que j'ai découvert dans les décisions d'Alcott. C'est plus grand que nous le pensions. Il ne s'agit plus seulement de maman, je dis, une détermination nouvelle remplaçant mon doute antérieur. Il s'agit de tous ceux à qui ils ont fait du mal par cette corruption. Nous passons les 2 œuvres suivantes à développer notre stratégie. Nous continuerons l'affaire de succession tout en préparant une plainte judiciaire détaillée avec les preuves de Chloé. Les violations éthiques nous donnent un levier sans révéler encore que nous connaissons le matériel classifié. Nous devons agir rapidement, prévient Claire. Ton père fait pression pour l'acquisition immédiate de la commode. L'urgence suggère que toute preuve existante pourrait avoir une composante temporelle. J'acquiesce, me sentant plus résolue que je ne l'ai été depuis des semaines. J'ai déplacé les documents clés dans un coffre-fort de banque. Des copies sont chez des amis de confiance au cas où il se passerait quelque chose. La pluie fouette les fenêtres, tandis que nous finalisons nos plans. Le chemin à parcourir reste périlleux, mais pour la première fois, je sens que nous avons une chance de nous battre. Ils deviennent désespérés. Je dis à Claire alors que je me prépare à partir. Cela signifie que nous sommes en train de gagner. Alors que je sors dans la nuit orageuse, je porte non seulement le combat de ma mère, mais un objectif plus large qui rend chaque sacrifice valable. L'appel de Marc Lefebvre arrive à 7h30 mardi matin, interrompant ma première gorgée de café. Sa voix porte une urgence inhabituelle. Mademoiselle Dubois, mon client souhaite organiser une conférence de règlement immédiate. Aujourd'hui, si possible. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Après des mois de retard agressif et d'obstacles procéduraux, ce changement soudain ressemble à un piège. Pourquoi cette précipitation? Je demande, signalant Claire, de l'autre côté de ma table de cuisine.
Elle lève les yeux de son bloc-notes légal, les sourcils levés. Mon client est prêt à retirer toutes les objections à l'héritage, dit Lefebvre en douceur. Laurent estime que cela a assez duré. Claire griffonne une note et me la fait glisser. N'accepte rien. Nous pouvons nous rencontrer à votre bureau à midi, je dis, gagnant du temps, pour me préparer. Claire m'accompagnera. Bien sûr, répond Lefebvre, trop accommodant pour être digne de confiance. 3 heures plus tard, nous sommes assises en face de Lefebvre dans son bureau cossu du centre-ville. La vue sur la Seine s'étend derrière lui, une démonstration de force calculée. Mon père n'assiste pas, un autre choix stratégique. Passons directement au fait, commence Lefebvre, faisant glisser un document sur l'acajou poli. Laurent est prêt à retirer toutes les réclamations contre le patrimoine de votre mère. Vous recevez l'intégralité de l'héritage tel que stipulé initialement dans son testament, les économies, l'appartement, tout. Je scanne les documents, attendant le piège. Claire se penche en avant, professionnelle mais méfiante. Tout ce qu'il demande, continue Lefebvre, observant mon visage, est que vous renonciez à l'ancienne commode en chêne et à son contenu, un trésor de famille de son côté, comme vous le savez. La commode, le dernier sanctuaire de maman où elle gardait ses biens les plus précieux. Le journal mystérieux que René avait mentionné pouvait être à l'intérieur. La commode appartenait à ma mère pendant 20 ans après le divorce. Il ne l'avait jamais voulu avant. Lefebvre ajuste sa cravate. Mon client a eu le temps de réfléchir au patrimoine familial. La commode a une valeur sentimentale. Non, dis-je catégoriquement, la commode reste avec moi. Quelque chose vacille dans les yeux de Lefebvre. Frustration peut-être, ou un nouveau calcul. Il allonge la main pour un autre document. Très bien. Laurent est prêt à faire un nouveau compromis. Garder la commode elle-même, mais céder le journal et les photographies à l'intérieur. C'est tout. Mon pouce accélère. Ils sont au courant du journal, ce qui signifie qu'ils savent exactement ce qu'il contient. De plus, Aileen, dit Lefebvre, faisant glisser un autre papier vers l'avant. Laurent est prêt à offrir un règlement financier substantiel au-delà de l'héritage. 200,000 euros. 200,000 euros. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Mon salaire d'avocate commise d'office couvre à peine mon loyer et mes prêts étudiants. 200 000 euros changeraient tout. Ce règlement mettrait fin à vos soucis financiers. Lefebvre presse, sentant mon hésitation. Vous pourriez rembourser vos prêts, peut-être même un acompte pour une maison. Sécuriser votre carrière sans la lutte constante. Claire reste silencieuse à côté de moi, me laissant de l'espace pour traiter. L'offre est suspendue devant moi. La liberté de la dette, de vérifier constamment mon compte bancaire, de prendre des quarts de travail supplémentaires pour joindre les deux bouts. Je devrais mentionner, ajoute Lefebvre avec une nonchalance étudiée, que cette offre expire à la fin des heures de bureau aujourd'hui. Laurent veut que cela soit résolu immédiatement. De retour au bureau de Claire, je fais les 100 pas pendant qu'elle examine les documents de règlement. « C'est ta décision, Sophie. Tan, anan, dit-elle finalement. Tu as déjà atteint ton objectif initial. La maison, les économies, tout est à toi selon cet accord. Mais à quel prix? J'arrête de marcher, fixant l'horizon de Paris. Si je livre ce journal, qu'arrive-t-il à la vérité? Qu'en est-il des autres victimes potentielles? Claire pose les papiers. Il n'y a aucune garantie que nous gagnerons la bataille plus large. Ce règlement est une certitude. La voix familière de ma mère résonne dans ma mémoire. J'avais 16 ans, face à la pression de tricher à un examen d'histoire. L'intégrité compte le plus quand elle coûte quelque chose, avait-elle dit. Tout le monde peut faire ce qui est juste quand c'est facile. Si je règle, je dis lentement, j'obtiens l'héritage, mais j'abandonne toute chance de responsabilité. Pour maman, pour toute autre personne qu'ils ont blessée. Le stress et l'incertitude continueront si tu refuses, souligne Claire. Cette bataille juridique pourrait s'étendre sur des années. De l'autre côté du couloir, l'assistante juridique de Claire jette un coup d'œil. Prends l'argent et fuis, conseillait-il. Ces types puissants gagnent toujours de toute façon. L'associé junior du bas de la rue a un point de vue différent. Certains principes valent la lutte,
même lorsque les chances sont mauvaises. Je reconnais le schéma. Ce moment reflète le choix de mon père il y a des décennies. Compromis moral pour un gain personnel. Le chemin de la moindre résistance. Je fixe les documents de règlement, quelque chose me tracassant. Pourquoi maintenant, après des mois de tactiques agressives, pourquoi offrir ce généreux règlement? Claire tapote son stylo sur son bloc-notes légal. C'est la question, n'est-ce pas? J'attrape mon ordinateur portable, cherchant dans les documents de règlement plus attentivement. Là, enfoui dans le paragraphe 14, un accord de non-divulgation, NDA complet. Silence permanent sur toutes les questions liées au passé de ma mère, aux procédures judiciaires et à tout ce qui est contenu dans ses effets personnels. Le NDA empêcherait toute plainte éthique contre le juge Alcott. Je réalise à voix haute. Nous ne pourrions rien utiliser de ce que nous avons trouvé comme preuve. Les yeux de Claire s'écarquillent. Elle se tourne vers son ordinateur, tapant rapidement. Il y a une réunion du comité de révision judiciaire le mois prochain, dit-elle. Le nom d'Alcott est à l'ordre du jour. J'ai un contact au comité, apparemment. Il y a eu une enquête préliminaire sur ces décisions. Les pièces s'emboîtent. Laurent ne s'inquiète pas de la commode ou de l'héritage. Il essaie de résoudre cette affaire avant qu'une enquête externe ne puisse relier les points. Ma décision se cristallise. J'attrape mon téléphone et compose le numéro de Lefebvre. « Mademoiselle Dubois ?» répond-il en douceur. « Avez-vous pris votre décision ?»« Oui. »« Je ne suis pas intéressée à être achetée comme les autres. » Une pause. « Vous commettez une grave erreur, » dit Lefebvre, la voix se durcissant. « Certaines offres ne viennent pas 2 fois. » « Je prendrai mes chances, » je réponds. Ma mère méritait justice, pas seulement un règlement. Après avoir raccroché, je rencontre le regard de Claire par-dessus son bureau. « Tu réalises ce que cela signifie ?» demande-t-elle. « Ils vont nous attaquer plus durement maintenant. » J'acquiesce, un calme étrange s'installant sur moi. Je sais, mais maintenant, nous savons pourquoi ils sont si désespérés. Et les gens désespérés font des erreurs. Claire sourit légèrement. « Ta mère serait fière. »« Peut-être, » je dis, ramassant les papiers de règlement rejetés. « Mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que c'est juste. » Une semaine après avoir recueilli les preuves, j'étale les documents sur la table de conférence de Claire, chaque preuve étant un pas vers la justice. Le journal de maman est ouvert à côté des registres fiscaux, des photographies et de la déclaration sous serment fraîchement signée du major Luc Moreau. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin, » dit Claire, tapotant la motion formelle de récusation du juge Alcott. Ces violations éthiques sont irréfutables. Sa relation avec ton père pendant Port d'Azur, le schéma de décision biaisé, les liens financiers, tout est là. Je passe mes doigts sur le bord usé du journal de maman, les pages usées par mes lectures répétées. Et nous sommes sûrs que cette stratégie maintient les informations classifiées uniquement en tant que sauvegarde? Absolument. Claire organise les documents en piles précises. Les violations de l'éthique judiciaire sont notre angle principal. Nous n'avons pas besoin d'exposer les détails opérationnels de Port d'Azur à moins qu'ils ne nous y forcent. René Marchand acquiesce, faisant glisser un document sur la table. J'ai préparé cette note de contexte expliquant la structure de Port d'Azur sans enfreindre les protocoles de sécurité. Elle établit la connexion sans révéler d'opérations classifiées. Et j'ai demandé une date d'audience accélérée, ajoute Claire. Chaque jour leur donne plus d'opportunités de falsifier des preuves. Luc Moreau, aux cheveux argentés et à la posture militaire intacte malgré la retraite, examine sa déclaration sous serment une dernière fois. J'ai corroboré les éléments clés du journal d'Hélène. Les réunions entre Laurent et Alcott pendant le projet. Leur accès non autorisé aux données de surveillance, tout ce qui compte. Maintenant, nous élaborons le récit public, dit Claire, ouvrant une présentation sur son ordinateur portable. Violation de l'éthique judiciaire. Pure et simple. Aucun détail classifié, juste un juge qui n'a pas divulgué d'importants conflits d'intérêts. Je me lève, pratiquant les réponses composées que nous avons répétées pendant des heures. Lorsque le juge Sankar demandera la nature de leur relation, j'expliquerai que mon père et le juge Alcott ont travaillé ensemble sur un contrat gouvernemental, ont maintenu des liens financiers et ont délibérément dissimulé cette histoire. Claire sourit. Parfait, direct, factuel et convaincant.
La porte du bureau s'ouvre sans avertissement. Mon père se tient sur le seuil, son apparence me choque en silence. Laurent Dubois, toujours impeccablement habillé, semble négliger, sa cravate de travers, ayant visiblement perdu du poids, des cernes sombres ombrageant ses yeux. « Tu n'as aucune idée de ce que tu risques, » dit-il, ignorant tout le monde dans la pièce. « Bien, il faut que ça s'arrête maintenant, Sophie. » Claire s'interpose entre nous. « Monsieur Dubois, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Toute communication doit passer par les canaux appropriés. » Il l'ignore. Son regard fixé sur moi. « Il ne s'agit plus seulement de l'héritage de ta mère. Tu joues avec le feu. » Je l'étudie, notant le tremblement de ses mains, l'affaissement inhabituel de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je vois la peur derrière sa colère. « Votre inquiétude est notée, » je dis, surprise par ma voix ferme. « Tété, mais je ne recule pas. » Le juge Alcott a annulé 3 audiences citant des problèmes de santé, m'informe Claire, après que mon père soit parti, escorté par la sécurité du bâtiment. Mes sources disent que les associés de Dubois, Leroy et Lefebvre remettent en question la gestion de ton affaire par Laurent. Ils s'inquiètent de l'exposition. Je regarde par la fenêtre, apercevant la berline banalisée qui me suit entre le travail et la maison depuis la semaine dernière. Ils ont peur. « Bien, » dit Claire. J'ai divulgué une information à un journal local concernant le dépôt d'une motion de récusation judiciaire inhabituelle. La pression augmente la surveillance. Coordonnent-ils leurs réponses? Demande René. Claire secoue la tête. Pas efficacement. Laurent veut régler à l'amiable. Alcott veut se battre publiquement, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Ils se sapent mutuellement. Plus tard ce soir-là, nous recevons notification d'une audience d'urgence fixée devant le juge Sankar sur la motion de suppression temporaire des informations. Notre stratégie de présentation prudente fait soudain face à son premier test. Nous présentons les violations éthiques sans les détails classifiés. Conseil clair pendant que nous nous préparons. Juste assez pour établir le schéma. S'ils invoquent la sécurité nationale, nous ripostons avec ton expérience d'avocate commise d'office. Tu as déjà géré des questions d'habilitation de sécurité. J'acquiesce, arrangeant les documents pour un impact maximal. Révélation échelonnée. Nous montrons d'abord les problèmes de surface, gardant les preuves plus profondes en réserve. L'équipe travaille toute la nuit, anticipant chaque contre-argument, se préparant à la confrontation à venir. Lorsque tout le monde est enfin parti, je ferme les yeux, pratiquant les techniques de méditation que ma conseillère m'a recommandées pour gérer l'anxiété en salle d'audience. Le poste de l'audience s'installe sur moi. La pluie frappe contre les fenêtres, tandis que je conduis au cimetière, j'ai besoin de ce moment seul avant que tout ne change. Debout devant la tombe de maman, je trace l'inscription sur sa pierre tombale. Hélène Bernard Dubois, mère bien-aimée. Aucune mention de son service, de son sacrifice ou des secrets qu'elle portait pour me protéger. Je comprends maintenant, maman. Je chuchote, la pluie se mêlant à mes larmes. Pourquoi tu es restée silencieuse si longtemps? Pourquoi tu m'as mise en garde contre eux? Mais je ne vivrai plus dans cette ombre. Je dépose des fleurs fraîches à côté de son nom, puis retourne à ma voiture. Demain, tout changera. Le matin arrive avec le dernier conseil de Claire alors que nous approchons des marches du palais de justice. Une fois que nous aurons présenté cela en audience publique, il n'y aura plus de retour en arrière, prévient-elle. Les retombées seront importantes. Je touche le médaillon de maman autour de mon cou, contenant la seule photo de nous deux qui a survécu à la purge vindicative de mon père après le divorce. Maman a passé des années réduite au silence par la peur. Je dis, redressant mes épaules. Je ne le serai pas. Leur avocat approche avec les documents de règlement. Je secoue la tête sans même regarder l'offre. Claire se tient à côté de mon nez, à côté de moi. René et Luc nous flanquent en solidarité silencieuse. Les documents que nous avons si soigneusement organisés sont rangés en toute sécurité dans ma mallette, chaque page étant un morceau de la vérité que j'ai passé des mois à assembler. Je prends une profonde inspiration, me sentant étrangement calme en montant les marches du tribunal. La voiture banalisée est garée de l'autre côté de la rue. La Mercedes de mon père s'arrête au trottoir. La réputation du juge Alcott, la carrière de mon père, leur décennie de manipulation, tout est en jeu dans l'audience d'aujourd'hui.
Pour la première fois, je dis à Claire, alors que nous atteignons les portes, je n'ai plus peur d'eux. La salle d'audience bourdonne d'activité, les avocats se regroupant en petits groupes, tandis qu'ils attendent leurs affaires dans le calendrier chargé du juge Sankar. Je m'assieds à côté de Claire, le dos droit contre le banc de bois dur, regardant la porte. Mon cœur bat régulièrement contre mes côtes, ne s'emballe pas d'anxiété comme lors des audiences précédentes, mais avec le rythme calme de quelqu'un qui sait exactement ce qui s'en vient. « Êtes-vous prête ?» murmure Claire, arrangeant nos dossiers sur la table devant nous. J'acquiesce, mes yeux fixés sur l'entrée alors que mon père entre avec Marc Lefebvre. La confiance habituelle de Laurent semble diminuer aujourd'hui, ses épaules tendues sous son costume sur mesure. Il jette un coup d'œil dans ma direction, son expression se durcissant lorsqu'il voit mon calme. Qu'est-ce qu'elle prépare? Je l'entends marmonner à Lefebvre, alors qu'ils prennent place à la table opposée. L'huissier appelle le tribunal à l'ordre, alors que le juge Christine Sankar entre. C'est une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux striés d'argent et aux lunettes de lecture posées sur son nez. Sa réputation de minutie la précède, exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je comprends que nous avons plusieurs motions devant le tribunal, dit le juge Sankar, mélangeant des papiers, y compris un dépôt de dernière minute du conseiller du défendeur. Lefebvre se lève. Votre honneur, étant donné la nature sensible des allégations dans la motion de récusation de Mademoiselle Dubois, nous avons déposé une motion pour sceller ces procédures pour des motifs de sécurité nationale. Une vague d'intérêt traverse les avocats en attente de leurs affaires. Les sourcils du juge Sankar se lèvent légèrement alors qu'elle examine les nouveaux documents, prenant son temps. Je regarde Laurent tripoter ses boutons de manchette en or, une habitude nerveuse que je reconnais de l'enfance. Il se penche pour chuchoter d'urgence à Lefebvre, qui acquiesce sans le regarder. « Maître Rousseau, dit le juge Sankar finalement, vous pouvez procéder à votre argument concernant la motion de récusation. » Claire se lève, sa voix claire et mesurée. « Merci, votre honneur. Cette motion de récusation aborde de claires violations éthiques qui ont compromis l'équité de ces procédures. » Lefebvre interrompt, se levant rapidement. « Votre honneur, ces allégations impliquent des questions sensibles de sécurité nationale qui ne devraient pas être débattues en audience publique. » Le juge Sankar le regarde par-dessus ses lunettes. « Je comprends votre préoccupation, conseiller, mais j'ai besoin de plus de spécificité. De quoi discutons-nous exactement qui implique la sécurité nationale sans révéler de détails classifiés? » Claire rencontre brièvement mes yeux avant de répondre. « Votre honneur, nous avons des preuves documentées de communication ex parte entre le conseil de la partie adverse, Maître Dubois, et le juge Alcott qui violent l'éthique judiciaire. Ces communications ont eu lieu en dehors des canaux appropriés et ont directement influencé les décisions dans cette affaire. » Laurent griffonne frénétiquement sur un bloc-notes, le poussant vers Lefebvre avec une urgence à peine dissimulée. La sueur brille sur son front malgré le froid de la salle d'audience. « De plus, » poursuit Claire, ouvrant un dossier, « nous avons des preuves que le juge Alcott a géré les affaires fiscales personnelles de Maître Dubois au cours des 3 dernières années tout en présidant cette affaire, un clair conflit d'intérêts qui n'a jamais été divulgué. » L'expression du juge Sankar change, la préoccupation étant évidente dans le resserrement de sa bouche. « Ce sont des allégations sérieuses, Maître Rousseau. »« Nous avons la documentation, votre honneur. » « Honneur. » Claire fait glisser le dossier vers l'avant. Relevé bancaire, montrant des paiements du cabinet de Laurent Dubois à l'entreprise de conseil privé du juge Alcott, correspondance concernant la stratégie fiscale et enregistrement de réunions pendant la pendance de cette affaire. La juge examine les documents, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque page. Laurent fixe droit devant lui maintenant, ses jointures blanches où il serre le bord de la table. Le tribunal entendra l'intégralité de la motion de récusation sans sceller le dossier, annonce le juge Sankar finalement. Maître Lefebvre, votre motion de scellement est refusée. Veuillez informer le juge Alcott que sa présence est requise. Un officier du tribunal sort pour aller le chercher. Les minutes s'étirent dans un silence inconfortable. D'autres avocats observent avec une curiosité non dissimulée. Enfin, la porte s'ouvre et le juge Alcott entre. Sa présence habituellement imposante est diminuée.
Son visage est livide tandis qu'il prend place à côté du banc. « Avant de procéder, dit le juge Sankar, je dois aborder la motion de récusation déposée contre le juge Alcott dans l'affaire Succession Bernard. » Le juge Alcott s'éclaircit la gorge. « Je ne vois aucun conflit d'intérêt direct qui nécessiterait ma récusation. » Je me lève, ma chaise raclant le sol. Lanterne d'hiver, port d'azur. 4 mots simples qui tombent dans la salle d'audience comme des pierres dans l'eau immobile, créant des vagues de silence qui se propagent jusqu'à ce que tous les yeux soient fixés sur moi. Laurent se lève à moitié de sa chaise, une panique nue éclairant son visage avant qu'il ne puisse se composer. Le juge Alcott se fige, ses jointures blanchissant là où il serre l'accoudoir de sa chaise. « Votre honneur, je continue, ma voix ferme, ma mère a tout documenté avant sa mort. Elle a servi dans le renseignement des transmissions, pas comme employée de bureau comme mon père l'a toujours prétendu. » « Mademoiselle Dubois, interrompt Lefebvre, c'est hautement inapproprié. Votre honneur, j'insiste, m'adressant au juge Sankar tout en ignorant Lefebvre. Je suis prête à soumettre cette preuve au comité d'éthique judiciaire si nécessaire. Mais je crois que le juge Alcott comprend exactement ce que contiennent ces documents. Un homme se lève du fond de la salle d'audience, Luc Moreau dans son costume impeccable, son allure militaire étant indubitable même en civil. Votre honneur, je suis le major à la retraite Luc Moreau. J'étais un officier en service présent pendant l'opération Port d'Azur. Je peux vérifier l'authenticité des documents auxquels mademoiselle Dubois fait référence? La salle d'audience s'immobilise complètement. Chaque avocat présent comprend la portée de ce qui se passe, même sans connaître les détails. Le personnel du tribunal échange des regards. Ce n'est plus seulement un autre litige successoral, mais quelque chose qui sera discuté dans les cercles juridiques pendant des mois à venir. Je rencontre les yeux de mon père à travers la pièce. Nous ne cherchons pas à nuire à la sécurité nationale. Nous cherchons justice pour ma mère, dont les dernières volontés ont été entravées par une influence inappropriée. Le juge Alcott fixe ses mains pendant un long moment avant de lever la tête. Ce tribunal accordera la motion de récusation. Je me récuse par la présente de toutes les affaires relatives au patrimoine d'Hélène Bernard et ordonne que l'affaire soit réaffectée au juge Christine Sankar. La bouche de la greffière du tribunal s'ouvre légèrement de surprise, ses doigts s'arrêtant au-dessus de son clavier avant qu'elle ne continue à taper. Laurent se penche en arrière dans sa chaise, le combat s'épuisant visiblement de lui. « Votre honneur, » dit Lefebvre. Nous demandons une suspension immédiate pour réévaluer notre position à la lumière de ces développements. Le juge Sankar acquiesce. Le tribunal suspend sa séance pendant 30 minutes. Alors que les gens sortent de la salle d'audience, Laurent m'approche dans l'allée, s'approchant suffisamment pour que seul moi puisse l'entendre. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, » murmure-t-il, le désespoir bordant sa voix. Je regarde directement dans les yeux si semblables aux miens. Je sais exactement ce que je fais. Retire la plainte, présente des excuses publiques pour avoir mis en doute la compétence de maman, et cela n'ira pas plus loin. Il cherche sur mon visage, peut-être cherchant la petite fille qui cherchait autrefois son approbation, qui croyait en son infaillibilité. Au lieu de cela, il ne trouve que la détermination de son ex-femme se reflétant sur lui. « Tu commets une erreur, » dit-il, mais la menace sonne creux maintenant. « Non, papa. L'erreur t'a été de penser que maman ne se protégerait pas. Elle savait que tu t'en prendrais à son patrimoine. Elle s'y est préparée. » La nouvelle dynamique de pouvoir s'installe entre nous comme un courant invisible. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père reculer. Plus tard, cet après-midi-là, Lefebvre a déposé un avis de désistement volontaire. Nous sommes assises devant le juge Sankar alors qu'elle examine l'historique de l'affaire avec un scepticisme évident. Je constate de nombreuses irrégularités de procédure lors des audiences précédentes, note-t-elle, feuilletant le dossier. De compte tenu du désistement volontaire et de ma révision du testament original et des dossiers médicaux, le tribunal constate qu'Hélène Bernard était saine d'esprit lors de l'exécution de son testament. Le patrimoine sera distribué conformément à ses vœux. Le soulagement m'envahit par une vague chaude. 8 mois de lutte, avoir la dignité de ma mère remise en question, sont enfin terminés. De plus, poursuit le juge Sankar,
Le juge Alcott s'est officiellement récusé de toutes les affaires relatives aux familles Dubois et Bernard. À l'extérieur du tribunal, un journaliste du journal juridique local nous approche. « Mademoiselle Dubois, puis-je avoir un commentaire sur cette résolution de cas inhabituelle? Des rumeurs circulent sur des informations classifiées et des fautes professionnelles judiciaires. Il s'agissait d'honorer les dernières volontés de ma mère, je dis, gardant ma voix neutre. Rien de plus. » Alors que le journaliste s'éloigne, la greffière Chloé passe avec une pile de dossiers. Elle s'arrête à côté de moi. « J'ai déposé un rapport interne sur les audiences précédentes, dit-elle doucement. Ce qui s'est passé n'était pas juste. »« Merci. » Claire me serre le bras alors que nous marchons vers l'ascenseur. Nous avons gagné. Complètement. J'acquiesce, pensant à la déclaration publique de mon père publiée il y a quelques minutes. Je retire toute suggestion selon laquelle mon ex-épouse était diminuée lors de la création de son testament. Les portes de l'ascenseur se ferment et, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me permets de pleurer, non par chagrin, mais par soulagement. La réputation de maman reste intacte. Ses modestes économies, l'appartement où j'ai grandi et la commode en chêne contenant ses journaux et ses photographies resteront avec moi, comme elle l'avait prévu. Plus tard, je me tiens dans cet appartement, caressant le couvercle sculpté de la commode qui a déclenché toute cette bataille. À l'intérieur se trouve la preuve qui a fait chuter mon père, des noms d'opérations classifiés, écrits de la main soignée de ma mère, des documents qui reliaient le juge Alcott à Laurent par d'anciens contrats gouvernementaux, la preuve de leur longue association qui aurait dû être divulguée. « Nous l'avons fait, maman. » Je chuchote à la pièce vide. « Nous l'avons fait. » La commode contient tellement plus qu'un simple levier légal. Elle contient la véritable histoire de ma mère. La femme qu'elle était avant de devenir ma mère. Avant de rencontrer Laurent Dubois. Les médailles qu'elle n'a jamais exposées, les félicitations qu'elle n'a jamais mentionnées, la vie qu'elle a mise de côté. Je ferme le couvercle doucement. Demain, je commencerai à trier ces vestiges de sa vie. Ce soir, je savoure la victoire qui lui rend enfin le respect qu'elle méritait. 2 jours plus tard, l'entête du cabinet d'avocats est différent lorsqu'il arrive, adressé à mon père au lieu de provenir de lui. Je laisse le papier sur le comptoir de ma cuisine, relisant le paragraphe qui commence par révision interne de tous les dossiers traités par Laurent Dubois. Mes doigts trace-tapent les mots, enquête en cours et préoccupations concernant la conduite professionnelle. L'annonce du congé maladie du juge Alcott a été faite hier dans la circulaire du tribunal. L'intérêt du Conseil de révision judiciaire pour son historique de cas, en particulier ceux impliquant mon père, n'a pas été mentionné, mais les contacts de René l'ont confirmé. C'est en cours. 3 autres avocats m'ont appelé ce matin, décrivant chacun avec hésitation des schémas qu'ils avaient remarqués dans la salle d'audience d'Alcott lorsque Laurent comparaissait devant lui. « Mademoiselle Dubois ?» Un message vocal d'un journaliste joue sur le haut-parleur. Nous faisons un reportage sur la récusation inhabituelle du juge Alcott. De nombreux juges expérimentés ne démissionnent pas, en cours de procès, sans explication. Souhaitez-vous commenter? Je supprime le message sans rappeler. Certaines victoires méritent l'intimité. Claire arrive avec un café et un sourire qui pourrait éclairer le jour d'hiver, le plus sombre de Paris. Ta mère a construit l'affaire parfaite depuis l'au-delà, dit-elle, posant un plateau en carton sur mon comptoir. La preuve était méticuleuse. Le calendrier est impeccable. Elle était toujours minutieuse, Birgitte, je dis, tirant le formulaire de main levée de l'exécuteur testamentaire de mon sac. Regarde ce qui est arrivé ce matin. Accès complet à tout. Aucune restriction. La commode est maintenant dans mon salon. Ses ferrures en laiton brillant sous la lumière de l'après-midi. Plus de batailles judiciaires. Plus de retard. Tout ce que ma mère voulait que j'aie est finalement, légalement, à moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'appartement de ma mère pour la première fois depuis que j'ai gagné l'affaire. Les murs de la chambre conservent encore ses paysages à l'aquarelle préférée. Son fauteuil de lecture est près de la fenêtre où la lumière du matin passera. Je me blottis sous sa courte pointe et me sens enveloppée dans sa protection, tout comme je l'avais été tout le temps sans le savoir. René et Luc me rendent visite le week-end suivant, apportant de vieilles photographies et des histoires des jours de ma mère à l'armée. Hélène n'a jamais parlé de ce qui s'est passé parce qu'elle te protégeait, dit René, tapotant ma main.
Ta mère serait fière de la façon dont tu as géré cela. Luc acquiesce. Elle a combattu avec la documentation et la patience. Tu as fait exactement la même chose. 6 mois passent dans un flou de changement. Je poursuis mon travail d'avocate commise d'office, mais quelque chose de fondamental a changé. Je me tiens plus droite dans les salles d'audience maintenant, conteste les décisions inappropriées avec précision plutôt qu'avec frustration. Lorsque la juge Dupont essaye de précipiter un mandat discutable dans l'une de mes affaires, je cite 3 précédents et demande une révision appropriée sans une once d'incertitude dans ma voix. La photo encadrée de ma mère est sur mon bureau au travail, non pas le portrait formel de son programme funéraire, mais une que René m'a donnée. Hélène dans son uniforme de l'armée de l'air, jeune et confiante, les yeux brillants d'un objectif. À côté se trouve son journal relié en cuir, ses extraits les plus importants conservés et d'autres soigneusement expurgés avant d'être soumis au comité d'éthique. J'ai commencé à encadrer les avocats commis d'office de première année sur le maintien des frontières éthiques dans des situations difficiles. Documentez tout, je leur dis. La préparation était le pouvoir. Préparation. Laurent a perdu son partenariat après l'examen du cabinet. Nous nous croisons occasionnellement dans les couloirs du tribunal maintenant, lui avec moins de clients, moi avec une confiance grandissante. Nos échanges sont brefs, civils. La rage qui brûlait autrefois en moi s'est refroidie en quelque chose de plus calme, la satisfaction de la vérité enfin reconnue. L'Ordre des avocats de Paris m'a invité à prendre la parole lors de leur conférence de printemps sur la responsabilité judiciaire. J'ai intitulé ma présentation « Justice méthodique, quand le processus protège la vérité ». Maman aurait apprécié la formulation soignée. L'appartement à Toulouse ne ressemble plus à un champ de bataille. J'ai arrangé ses livres sur des étagères, exposé ses photographies et placé son vase en céramique bleue préférée où la lumière du soleil le capte chaque après-midi. La commode en chêne est dans le salon, ne contenant plus de secrets, mais remplie de photos de famille, de ses éloges militaires et des souvenirs que j'ai redécouverts. Le mois dernier, une jeune femme est venue à mon bureau avec une histoire familière, un juge avec des liens avec le conseil adverse, des décisions qui défient le raisonnement légal, des retards de procédure sans fondement. Au lieu de simplement sympathiser, j'ai sorti un bloc-notes légal vierge. Racontez-moi chaque détail. J'ai dit. Nous allons documenter le schéma. Je lui ai montré comment déposer une demande de révision judiciaire, comment demander des documents spécifiques par le biais de motions correctement formulées, comment construire un dossier méthodiquement plutôt que de réagir émotionnellement. Parfois, la justice exige de la patience et de la préparation, j'ai expliqué, entendant la sagesse de ma mère dans mes propres mots. Le fonds Hélène Bernard pour l'intégrité a été lancé avec 35 000 € de mon héritage. Sa mission ? Fournir des ressources juridiques à ceux qui font face à des préjugés judiciaires. 3 cas de faute professionnelle ont déjà été révélés grâce au soutien du fonds. L'année prochaine, nous espérons étendre notre portée et peut-être développer une série de conférences invitées pour les étudiants en droit sur les frontières éthiques dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai placé des fleurs fraîches sur la tombe de ma mère. Le vent d'automne froisse les feuilles de chêne au-dessus de moi tandis que je lui parle des progrès du fonds, des affaires que nous soutenons, de mes projets d'approcher le programme de droit de l'Université de Paris pour une éventuelle série d'ateliers. Tu m'as appris que parfois les mots les plus puissants sont ceux que l'on garde jusqu'au moment précis, je dis, ajustant les fleurs contre sa pierre tombale. Je pense à tout ce qu'elle a gardé caché pour me protéger, à tout ce qu'elle a documenté pour me donner les moyens d'agir quand le moment serait venu. Le vent soulève mes cheveux alors que je me lève pour partir, emportant mes derniers mots pour elle. La justice ne consiste pas toujours à tout révéler. Parfois, il s'agit de savoir précisément quand et comment utiliser la vérité.